Merci Benoît. Allez, on va maintenant vous raconter une belle histoire, une belle initiative. Bonjour Judith Aquien. Bonjour. Vous avez mis votre carrière entre parenthèses pour lancer une école pour permettre aux migrants d'apprendre le français et d'obtenir un diplôme. D'abord, comment vous est venue cette idée ? Cette idée nous est venue à Héloïse Nillot et moi, qui avons été rejointes par Jennifer Leblond. En fait, sur le terrain, auprès des migrants, on s'est beaucoup investi. Et le travail qu'on faisait était un travail, disons, de l'ordre du vital, des premiers besoins, c'est-à-dire apporter de la nourriture, faire en sorte de créer un peu de logistique dans le campement dont nous nous occupions. Et en fait, la question qui nous taraudait, c'était mais quoi pour après ? Enfin, certes, les gens mangent là, dorment tant bien que mal, mais qu'est-ce qui se passe après ? Ils sont là, comment faire en sorte qu'ils puissent s'intégrer, s'insérer dans le pays qui les accueille, ou les accueillera peut-être. À une école d'utilité publique finalement pour faciliter l'intégration. Hein. Oui, tout à fait. Le seul élément en fait clé d'une intégration réussie, c'est déjà la langue. Pour pouvoir parler, demander la direction, lire une fiche de paye, lire un courrier, décrocher un travail, évidemment, c'est très important. Tomber amoureux de qui on veut. Non, mais tout ça, c'est important et c'est des choses qui participent du libre arbitre, et une manipulation aisée de la langue est quelque chose d'essentiel à ce titre. Alors avoir une belle idée, c'est une chose, la concrétiser, c'en est une autre. Comment est-ce que vous allez financer votre projet ? Parce qu'on rappelle que vous avez les locaux pour l'instant. Oui. Et que les cours vont bientôt commencer. Oui. Mais vous comptez développer cette école ? Oui, tout à fait. On compte clairement passer à l'échelle. Donc, pour l'instant, on est en campagne de financement participatif sur Ulule. Je vous invite tous à y participer. Pour l'instant, on a récolté les fonds pour ouvrir au moins une classe. Donc, c'est formidable, dès le 13 juin. Vous avez récolté combien ? On a récolté 33 000 euros. Il vous faudrait combien ? 33 000. Donc, dans 3 000 euros, on pourra ouvrir une deuxième classe et notre objectif réel est d'ouvrir 5 classes pour le lancement de TOT. Et donc, ça induit 75 000 euros puisqu'on rémunère les professeurs. Alors, justement, comment ça se passe concrètement ? Qui sont les profs ? Qui sont les élèves ? Est-ce que n'importe qui peut s'inscrire, des réfugiés, des demandeurs d'asile ? Alors, très clairement, on ouvre les classes aux réfugiés autant qu'aux demandeurs d'asile, sachant que le processus de demande d'asile est extrêmement long et qu'au bout de ce processus, il y a l'asile ou pas, mais de toute façon, il y a un processus très long et nous, on croit en le fait de donner aussi un diplôme, de présenter des personnes qui ont travaillé pour ça au diplôme d'État, qui est le DELF, qui est un équivalent, disons, du TOEFL, que les gens connaissent un peu davantage, mais qui est en anglais. Et ça nous semble important que des personnes, même s'ils n'obtiennent pas l'asile, aient éventuellement un élément valorisable dans leur CV à l'intérieur de leur parcours migratoire. Pour nous, l'éducation est quelque chose de clé. Pour revenir à votre question sur qui est notre public. Il y a énormément en fait d'initiatives qui sont mises en place, qui sont fabuleuses dans les universités, mises en place par des étudiants, mais qui s'adressent à des personnes qui ont un niveau au moins équivalent au bac. Donc du coup, nous, on s'adresse à des personnes qui n'ont pas ce niveau équivalent au bac, qui donc n'ont pas ou peu appris à apprendre. Et donc, on adresse un dispositif particulier d'enseignement et de pédagogie. On rappelle le nom de votre association ? TOT, Qui fait référence à un dieu, le dieu du savoir ? Absolument, qui a inventé la langue pour permettre aux hommes de communiquer entre eux et de disséminer son propre savoir. Et une école qui est parrainée par le chanteur Abdel Malik. Transition toute trouvée vers notre deuxième invité. Bonjour Bertrand Dical. Bonjour. Vous êtes chroniqueur sur France Info, auteur de nombreuses biographies, notamment sur Gréco, Gainsbourg, Brassens. Et vous venez de publier ce dictionnaire amoureux de la chanson française. Et dès les premières pages, vous déclarez votre amour à la chanson et aux artistes. Oui, mais j'aurais tendance à dire, comme tout le monde, nous tous qui sommes français, une bonne partie de notre identité, puisque identité est un mot dont on parle beaucoup, qu'on utilise beaucoup aujourd'hui, une bonne partie de notre identité, c'est les chansons.
c'est la Marseillaise, c'est le temps des cerises, c'est aussi des tubes. C'est aussi pour les gamins d'aujourd'hui, sapés comme jamais, de Maître Gims. Ça, c'est une chanson. Et en France, nous avons cette particularité, c'est que toute notre vie est rythmée par des chansons, des grandes, des petites, des importantes, des celles qui sont partagées par tout le monde. Évidemment, Piaf. Moi, je suis né après la mort d'Édith Piaf, mais pourtant Piaf fait partie de mon bagage et de mon éducation sentimentale et sensible. Et être français, c'est souvent des chansons et beaucoup de chansons. Oui, vous écrivez « Nous sommes la nation des mélodies immortelles et des paroles historiques, des auteurs virtuoses. Nous sommes à la fois les copains d'abord et le chant des partisans, l'aigle noir et le temps des cerises, la javanaise et mes emmerdes, au clair de la lune, Ose et Joséphine et avec le temps. » Ces chansons, on les a tous aimées, on les a tous fredonnées. On les a tous aimés, on les a tous détestés aussi. Il ne faut pas oublier qu'une bonne partie de ce qui nous soude et ce qui fait de nous des adultes au bout d'un certain temps, c'est de se dire que finalement les chansons qu'écoutait papa, les chansons que fredonnait grand-mère, finalement elles nous appartiennent aussi. Et c'est ça qui est fabuleux, c'est qu'à chaque génération, on retrouve des chansons des générations précédentes. Souvenez-vous, hein, quand Patrick Bruel a fait son album Entre-deux, il y a une douzaine d'années, tout le monde était sidéré que des gamins se mettent à aimer des chansons de l'entre-deux-guerres. Aujourd'hui, Gainsbourg est une référence absolue dans la culture populaire française. Il est mort il y a 25 ans. Ouais. Et puis il y a cette chanson et cette chanteuse. Bien sûr, nous avons la Seine et puis notre poids de Vincennes. Mais Dieu que les roses sont belles à Göttingen, à Göttingen. Nous avons nos matins blêmes et l'âme grise de Verlaine. Barbara, qui est en couverture de votre dictionnaire amoureux de la chanson française. Pourquoi elle ? Parce que Barbara, elle l'incarne, elle n'est pas la seule, mais il fallait une seule photo. Et c'est vrai que Barbara incarne exactement tout ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on a grandi en écoutant des chansons de Barbara, et on a grandi à tous les sens. C'est-à-dire qu'on était gamin, on était adolescent, on a commencé à comprendre ces chansons, on a commencé à vivre dans ces chansons, et puis elle nous a aussi aidé à grandir. Göttingen, c'est quoi ? C'est une chanson qui, 20 ans après la Seconde Guerre mondiale, est écrite par une petite fille juive qui s'est cachée pendant la guerre pour échapper à la Shoah et qui chante une chanson d'amour pour des enfants d'Allemagne. Et c'est ça aussi qui est formidable, c'est que la chanson, collectivement, nous amène plus loin, nous amène plus haut. Elle a dit, il est temps que cesse cette haine, il est temps que vienne la paix. Et aujourd'hui, nos enfants, à l'école, apprennent cette chanson, apprennent Göttingen de Barbara, qui a été aussi un choc et un tube en 1964-65 quand elle est sortie, parce que soudain, quelqu'un osait dire « faisons la paix ». Tous les grands noms de la chanson française sont dans ce dictionnaire où le passé se mêle au présent. Est-ce que vous êtes nostalgique d'une certaine époque ? Non. Par principe, non, je ne suis pas nostalgique. Et en même temps, je suis comme tout le monde, je suis nostalgique. J'adore Brassens, j'adore Maurice Chevalier, j'adore Charles Trenet. Et en même temps, aujourd'hui, il y a des chanteurs qui sont en train d'inventer quelque chose. Vous parliez d'Abdel Malik, c'est pas un hasard. Le premier article du dictionnaire, c'est Dominica. Puis ensuite, il y a Abdel Malik. Puis il y a tous ces chanteurs qui sont en train de changer la chanson française. Alors, j'ai fait des paris, je me suis peut-être trompé. Peut-être que dans 25 ans, on aura oublié Vincent Delerme ou Sanseverino ou Jeanne Chéral, je ne sais pas, mais en tout cas, ils changent la chanson française et ils lui apportent quelque chose, et ils apportent aussi quelque chose à notre conscience collective. On parlait à l'instant des réfugiés, il ne faut pas oublier que deux des plus grands inventeurs de mots et des plus grands artistes de la langue française sont des enfants de réfugiés. Gainsbourg et Aznavour, l'un et l'autre sont des enfants de réfugiés, et c'est ça aussi notre identité, et c'est ça aussi la chanson française. Et peut-être qu'on enseignera un jour chez Tot, donc une chanson de ce répertoire et de ce beau dictionnaire. Merci Bertrand Dical. Je rappelle donc le titre de vos deux derniers ouvrages, Tout Gainsbourg et ce dictionnaire amoureux de la chanson française. Merci aussi Judith Aquin d'être venue nous voir, et on se quitte en musique.